ce webinaire. On démarre un enregistrement. Alors, on va voir, est-ce que, donc, les personnes qui commencent à se connecter. Est-ce que, alors, on peut interagir par le chat. On va attendre quelques minutes que les gens se connectent euh, au webinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation qui s'affiche? Bonjour à tous. Ok, donc là vous nous entendez bien et vous nous voyez, donc on est tous les trois. Parfait, super. On propose d'attendre 2-3 minutes avant de démarrer pour laisser C'est le déjà une temps bonne là. chose, tout fonctionne. Déjà tout fonctionne, un petit stress d'enlever. Voilà, là, il y a pas mal de gens qui se connectent. C'est bon. Bon, ça continue de rentrer. Non. Super bon, de toute manière. Voilà, Frédéric Curie là, qui nous appuie de toute manière, voilà, fera rentrer les gens au fur et à mesure. Alors je vous propose qu'on démarre. On va prendre un petit peu de temps déjà pour se présenter, enfin quelques minutes, ça permettra aux retardataires d'arriver. Donc moi je suis Gonzague Debord, je suis directeur général de Grinta, co-directeur général. Grinta qui est un opérateur global dans la transition énergétique, donc on va accompagner des clients tertiaires, donc qui fait partie de la typologie d'acteurs dont on va discuter aujourd'hui. Tertiaire, ça veut dire dans l'éducation, la santé, la logistique, voilà, les bureaux, tout type de bâtiments, et on accompagne ces gens depuis la stratégie jusqu'à la réalisation, en général à diviser par deux les consommations d'énergie. Donc on s'appuie dans les phases de réalisation sur des spécialistes, sur des experts, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Schneider, et que en côtoyant pas mal d'acteurs, on a vu beaucoup de questions autour de l'AGTB qui apporte beaucoup d'optimisme, mais beaucoup d'incompréhension aussi. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est d'expliquer, de simplifier avec des gens dont c'est le métier et qui sont des experts ce qu'est l'AGTB. Donc, je vais laisser se présenter donc Dimitri et Jean-Baptiste. Là, on est dans les bureaux de Schneider. Donc, peut-être dire quelques mots sur vous et puis sur Schneider. Oui, bien sûr. Donc Dimitri Petrakis, alors moi, au niveau de Schneider, je suis en charge de l'activité sur l'ensemble du portefeuille de Schneider dans les segments, qu'on appelle les segments tertiaires, donc tous les types de bâtiments tertiaires, en particulier les bâtiments de commerce et de logistique, les bâtiments de santé, bâtiments de bureaux, bâtiments d'hôtellerie. Donc Schneider Electric, vraiment en deux mots, c'est une entreprise française, une grande entreprise française qui est leader mondial sur la gestion de l'énergie et sur les automatismes au niveau du bâtiment et de l'industrie. Vous nous avez sûrement vu, même si vous n'avez peut-être pas remarqué, vous devez avoir du Schneider dans vos interrupteurs, dans votre tableau électrique, dans les bornes de véhicules électriques que vous allez voir sur la voirie, et aussi dans tout le pilotage des bâtiments dans lesquels vous passez. Donc voilà, rapidement, si on présente notre activité. Et peut-être un dernier point sur Schneider, c'est qu'on est très engagé depuis plus de 15 ans maintenant dans le développement durable. Et on avait d'ailleurs été reconnu en 2021 comme entreprise la plus durable du monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans notre ADN Ouais. et dans ce qu'on doit apporter à nos clients et à nos partenaires. Et toi spécifiquement chez Schneider, du coup, Dimitri? L'idée dans mon équipe, c'est vraiment d'interagir avec tous les acteurs qui ont des bâtiments tertiaires pour pouvoir leur proposer des solutions pour répondre aux défis de développement durable, d'électrification et d'optimisation énergétique. Ouais, donc toi, tu as un rôle assez transverse Tout à sur fait, une typologie de clients qui sont les acteurs tertiaires. exactement.
Parfait. Jean-Baptiste? Donc, Jean-Baptiste Griffon, spécialiste GTB, dédié à normalement la responsabilité de la prescription donc, de ce système GTB au niveau des bureaux d'études, mais par extension, avec le contexte réglementaire, des critères CIR, des CREVAX et la pression sur les coûts d'énergie, on est approché aussi de plus en plus par ce qu'on appelle nous des clientèles finales ou des utilisateurs finaux, pour essayer de comprendre aussi ce qui est donc ce que se cache derrière une GTB. Et donc aujourd'hui, on a 1 heure ensemble. N'hésitez pas via le chat à nous poser des questions pour rendre l'exercice comment dire, animé, parce que la GTB, on peut en parler pendant des heures. Voilà. Donc là, on va essayer de le faire pendant 1 heure. Ouais, challenge. Alors ouais, n'hésitez pas, on va essayer de se passer la balle avec donc Dimitri et Jean-Baptiste pour que ce soit vivant. Donc vous l'avez compris, on a des interactions Grinta et Schneider, donc on a travaillé sur des projets ensemble et on essaiera de donner des illustrations parce qu'on pense que rien de tel que des exemples pour vraiment comprendre et appréhender les choses. Il y aura une dimension technique, mais une dimension aussi pratique, donc on va essayer de voir ça. L'organisation du webinaire, ça va être 3 temps. Un premier temps, on va un peu redonner le contexte. On va essayer d'être assez rapide, mais ça intervient dans quel contexte la GTB. Donc, on va essayer de situer la chose à travers le contexte global, la performance énergétique des bâtiments, qu'est-ce que c'est, pourquoi pas mal de gens travaillent sur ce sujet-là, et nous notamment. Après, deuxième étape, on va rentrer dans la GTB. Donc la GTB, qu'est-ce que c'est concrètement, techniquement, comment ça fonctionne, et avec des exemples. Voilà, on va essayer vraiment de comprendre le sujet. Et puis, on va voir des cas d'usage, et là, on aura des interactions avec vous. Vous pourrez nous poser des questions par rapport à vos sujets à vous. Il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui sont inscrits, des gens qui sont notamment dans l'éducation, la santé. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à vos établissements, vos bâtiments, vous dire qu'est-ce que moi je peux faire, j'ai telle contrainte, comment je peux faire. On aura un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas. On va commencer donc sur le slide, la présentation. Donc, tout d'abord, le contexte un peu global. Il y a la partie climatique, il y a la partie réglementaire, la partie tarifaire. On va essayer d'un peu de survoler ça pour que vous appréhendiez tous des choses que vous viviez peut-être, mais voilà, donc remettre un peu des mots dessus. Déjà, la partie climatique, je vais te passer la main, Dimitri, sur la partie climatique. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je pense que je l'apprends à personne, mais on est face à une crise climatique avec des enjeux très forts. Alors, on a tous entendu les objectifs d'être pour la France neutre en carbone en 2050. Il y a les accords de Paris pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, même si on a cet objectif de neutralité carbone en 2050, aujourd'hui, pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, on a 10 ans, enfin même pas 10 ans, on a jusqu'à fin de cette décennie en fait, pour être sur la bonne trajectoire et ensuite poursuivre les efforts. Et on doit tripler quasiment l'effort qu'on réalise aujourd'hui en termes d'économie de tonnes de CO2 par an. Donc on a une vraie accélération à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées. Donc ce contexte de crise climatique, il est très structurant dans toutes les actions qu'on va entreprendre et ce qui va être aussi poussé par le gouvernement et par la présidence de la République. Et ça s'ajoute à une crise énergétique dont on a beaucoup entendu parler cet hiver. On va voir. Alors, donc là, on est sur quelque chose d'assez macro et on va descendre au niveau du bâtiment, parce que là, on va parler de bâtiment aujourd'hui. Tout à fait. Donc le bâtiment, c'est quoi là-dedans? Comment on agit dessus? Oui, alors le bâtiment, parce que crise climatique, souvent on entend parler d'énergie fossile, de production d'énergie, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on veut se décarboner et quand on veut tenir la trajectoire qu'on a envisagée pour être neutre en 2050, il faut vraiment agir sur la façon dont on consomme l'énergie. Et quand on regarde plus en détail, le bâtiment, c'est un secteur qui pèse très très lourd dans le bilan en termes de CO2 et d'énergie au niveau de la France. On a plus de 40% de la consommation énergétique qui provient des bâtiments, donc construction et exploitation. Là-dedans, on sait qu'on a, et c'est un chiffre, je dirais, malheureusement plutôt conservateur, près de 30% de l'énergie qui est gaspillée dans les bâtiments. Gaspillée, ça veut dire qu'on utilise de l'énergie et que personne ne bénéficie de cette énergie qui est utilisée.
Et on a 95% des données qui sont récupérées dans le bâtiment, parce que vous avez de plus en plus des compteurs connectés, etc., qui ne sont pas utilisés, et notamment pas utilisés pour améliorer la performance de nos bâtiments. Et face à ça, ce qu'on voit, et je pense que ce que vous vivez, c'est d'une part une augmentation très forte des coûts de l'énergie, puisqu'on a des factures qui se sont envolées en courant d'année dernière et fin d'année dernière. Les prix sont un peu redescendus, ça va malheureusement remonter quand l'hiver va approcher, et on sait qu'on ne redescendra pas au niveau de prix qu'on a connu pendant des décennies C'est ça, avant l'Ukraine notamment. avant l'Ukraine. Euh, Et peut-être juste Vas-y. un deuxième point, c'est ce qui est important aussi, c'est la partie, je vais appeler transition. C'est que vous êtes tous de plus en plus sollicités également pour installer des pompes à chaleur, pour être sur du chauffage électrique et donc plus décarboné, pour installer des bornes de recharge parce qu'on a une électrification des parcs de véhicules, pour installer de l'énergie solaire. Et donc, on a aussi une évolution de tout notre environnement énergétique qui fait changer un petit peu le rôle du bâtiment et son empreinte en termes d'énergie. La dimension carbonée des bâtiments en France, c'est aussi lié à une dimension historique, c'est qu'on a mis beaucoup de fuel à une époque et de gaz, qui fait qu'on a des ratios, alors ça dépend, mais on va sur du 1 à 5, 1 à 6 ou plus sur 1 kWh qu'on va utiliser, enfin d'émissions de CO2 pour du gaz ou du fuel, encore pire que de l'électricité. Donc il y a aussi un historique qui fait un contexte qui fait que effectivement le bâtiment, c'est un lieu où on a des émissions carbone importantes. C'est un très bon point. Et si on prend l'exemple de notre bâtiment, alors c'est vrai que c'est un bâtiment d'une taille assez conséquente. Donc on est sur le siège de Schneider Electric, donc c'est le A, il va avoir une même maison, donc un 30 000 m². Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a fait des travaux de rénovation énergétique. Et comme tu l'expliques, on est passé d'une production de chaux carbonée avec des chaudières sur des packs. Ce qui nous permet aujourd'hui justement d'avoir un impact carbone bien moins. Tout ça en étant locataire. Donc là, après, ce sera à sortir, mais il y a cette dimension économie d'énergie d'une part, et puis la dimension carbone. Mais voilà, mais le contexte climatique, c'est que les choses sont corrélées. Mais effectivement, là, la GTB permet de travailler directement sur la partie énergie et du coup indirectement sur la partie carbone. Alors donc, il y a ce contexte climatique, le sujet bâtiment sur lequel Schneider Electric travaille beaucoup, et Grinta également. Il y a des lois qui passent. Donc il y a une loi importante qui est le décret tertiaire. On va passer vite parce que je pense que beaucoup de personnes qui assistent au webinaire connaissent le décret tertiaire, mais très rapidement, parce que ça fait partie quand même de ce cadre. Décret tertiaire, en gros, une loi de 2018 qui dit que les bâtiments, donc au 31 décembre dernier 2022, devaient se déclarer une année de référence qui se situe entre 2010 et 2019, et les consommations 2020-2021, et à partir de leur année de référence, faire moins 40% sur leur consommation d'énergie en 2030. Donc entre l'année de référence et 2030, moins 40%, ou atteindre une valeur cible, une valeur absolue qui est donnée par arrêté ministériel. Sachant que ces valeurs absolues sont en train de sortir au fur et à mesure. Ça, c'est un accélérateur. Un premier accélérateur, on verra, il y a un deuxième accélérateur sur les slides suivants, mais voilà, il y a eu un premier accélérateur et là, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans cette démarche. Nous, on accompagne beaucoup de clients qui sont dans cette démarche. Donc maintenant, ils ont quelque chose en tête, ils ont une cible, c'est le moins 40%. La question après, c'est comment y arriver. Mais donc voilà, donc il y a ce cadre réglementaire. La GTB fait partie des ingrédients de la recette pour y arriver. Donc le décret tertiaire, si vous avez des questions, je passe un peu vite, mais on pourra revenir dessus. Le deuxième décret, deuxième élément réglementaire, il y a un certain nombre de lois en France qui vont dans le même sens de cette décarbonation. Donc il y a ce premier décret tertiaire, il y a également le décret BAX, qui est un petit peu moins connu, parce qu'il n'est pas encore rentré en œuvre concrètement. Enfin, il va rentrer donc en 2025. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est peut-être, Jean-Baptiste, c'est peut-être en quelques mots, mais le décret BAX, là, on est plus focus sur la GTB déjà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, déjà, on voit donc là, décret BAX, donc des anglicismes. Donc, je reprends le point d'introduction, donc la neutralité carbone horizon 2050. Donc, le BAX, c'est un Building Automation Control System. Donc, on voit des anglicismes déroulés de ce décret. Et donc, ça rend obligatoire une GTB. C'était une première lecture, mais finalement, en fait, je dirais, pour le présenter à beaucoup de bureaux d'études, ça vous protège, je dirais, côté maître d'ouvrage, parce qu'en fait, ça interdit ce qui était une pratique historique, qui était protocole propriétaire.
Donc là, vous avez vraiment une vision de protocole propriétaire, et pardon. donc propriétaire fermé qui vous verrouillez en fait avec le constructeur de la GTB. Ça fait très longtemps qu'on ne les utilise plus, maintenant c'est interdit. Donc vous, encore une fois, côté maître d'ouvrage, ça vous protège. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce décret-là va vous inciter, avec des subventions, on le verra par la suite, à mettre en place ces systèmes de GTB sur des bâtiments de petite taille. Parce que la problématique du tertiaire, c'est qu'en effet, en valeur absolue, en consolidé, c'est un impact énergétique fort, mais par rapport à l'industrie, on va être beaucoup plus distribué. C'est qu'on va voir comment on va se dire, je vais chercher du gain énergétique sur des bâtiments de petite taille, sur des écoles et des choses comme ça. Et c'est avec le décret BACS où il vous aide à structurer ce qui sera une GTB. Et on le voit, hein, il y a une première échéance, c'est que tout bâtiment avec un système de chauffage, climatisation combiné en kilowatts thermiques supérieur à 290 kilowatts devra être équipé d'une GTB à horizon 2025. Et une deuxième échéance a été mise en place. Là, on va vraiment pour atteindre des petits bâtiments. Et donc là, on baisse à 70 kilowatts en puissance combinée chaud-froid. Donc voilà, vraiment sur le patrimoine, un besoin de mettre en place les GTB avec aussi un allongement de la partie retour sur investissement qui est passé donc de 6 à 10 ans. Donc j'évoque en fait ces aspects-là parce que ça a été une mise à jour récente en fait qu'on a eu sur le décret BACS. Dimitri. Oui, juste peut-être pour compléter et faire le lien avec ce qu'on a présenté avant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le régulateur, par rapport au contexte qu'on a évoqué, il a fixé d'une part un objectif de résultat, Ouais. décret tertiaire, et un objectif de moyens, la GTB, c'est-à-dire, en fait, très concrètement, vous donner les moyens d'agir sur votre bâtiment. Donc, si on veut vraiment résumer de façon très simple là-dessus. Et quand on parle de petits bâtiments, et avec le nouveau seuil, pour vous donner un peu une idée, c'est considéré qu'à partir de 1000 mètres carrés, un bâtiment tertiaire standard va être concerné par ces obligations. Donc, en fait, on aligne un peu le décret BACS au décret tertiaire. Ça. En fait, on parle des mêmes actifs. Voilà, un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, vous dites très concrètement, j'ai un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés que je vais chauffer, a priori, enfin, sur lequel je vais produire du chaud, du froid, je vais rentrer dedans. C'est pas que pour les bâtiments neufs, hein, c'est même pour le patrimoine Voilà. existant. Donc ça, c'est une des questions de David. Donc c'est pour le patrimoine existant. La contrainte, c'est effectivement quelle puissance installée j'ai en CVC sur mon bâtiment. C'est ça. Peut-être enfin, ce qu'a dit Jean-Baptiste sur le côté modulation possible. En gros, la loi dit aujourd'hui que, et c'est aussi dans le sens de protéger le maître d'ouvrage, et ça montre également que la GTB, c'est quelque chose de rentable, mais on dit que s'il n'y a pas de rentabilité, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement qui est supérieur à 10 ans, en gros, est-ce que les économies que je fais permettent de payer ma GTB en plus de 10 ans? Bah, si c'est plus de 10 ans, je ne suis pas obligé de le faire. Il faut que je prouve, mais je ne suis pas obligé de mettre en place une GTB. C'est ça que dit la loi. On était à 6 ans, maintenant on passe à 10 ans, mais ça donne quand même une indication sur la rentabilité qu'apporte une GTB. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la rentabilité, elle se calcule sur un investissement net et des économies qu'on fait en face. L'investissement net, ça implique qu'il y ait une subvention au milieu. La subvention, donc ça, c'est les C2E, c'est quand même un levier important. Et donc, en ce moment, les C2E, c'est une subvention qui est donnée par les énergéticiens, enfin, qui est apportée par les énergéticiens. C'est de l'argent qui est capté sur le consommateur, mais derrière qui vient subventionner des projets d'économie d'énergie. Et en fonction des typologies, ça vient financer plein de choses, les systèmes, l'isolation, le bâti, mais notamment la GTB, donc c'est la BAT TH116 sur les C2E. Et il y a donc ce qu'on appelle, donc, en gros, on vient calculer en fonction de la surface, en fonction de la typologie d'actifs qu'on adresse. Donc j'adresse un entrepôt, j'adresse une école, un hôpital. Où est-ce qu'il est situé? Donc il y a des zones en France, H1, H2, H3. Et est-ce que je travaille sur le chauffage, on va en parler après, la ventilation, la climatisation, sur quoi j'agis avec ma GTB. Et en fonction de ça, il y a un calcul qui nous donne un niveau de subvention. Il faut savoir, c'est que jusqu'au 31 décembre, il y a une bonification, donc pour inciter à mettre en place cette GTB, qui est de x2 si on met en place une nouvelle GTB, x1,5 si on améliore une GTB existante en mettant une GTB de classe A ou B. Ouais. Donc ça, on pourra un petit peu parler de ces éléments-là. Mais donc voilà, donc ça c'est un truc aussi, voilà, dans le contexte. Décret BACS dit à partir de 2025, c'est obligatoire. En revanche, jusqu'à fin 2023, si vous mettez en place, on incite. Quelque chose d'un peu paradoxal, mais voilà. Peut-être Gonzague, parce que je vois une question, et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Donc sur la fiche GTB, donc la BAT TH116,
C'est une fiche publique, hein, faut pas mystifier le sujet, donc je vous invite à la télécharger. La complexité en fait de ce calcul, bon, il y a différents paramètres que a expliqué Gonzague qui sont assez simples à récupérer. Je rebondis sur la question qu'on voit dans le chat. Après, la problématique, c'est qu'en fait, vous avez deux tableaux avec différents coefficients de primes qui sont plus ou moins intéressants d'un point de vue financier. Et on va s'appuyer sur la classification de la GTB, donc les fameuses classes A ou classe B. Si on fait un peu d'histoire, c'était la 15232, donc une norme qui a un peu plus de 10 ans, et qui a été basculée dans le référentiel ISO, donc maintenant c'est la 50220. Et donc, non, à ce qu'on peut voir sur Internet, il faut être vigilant. On ne classifie pas en fait du matériel. C'est un mix en fait de matériel et de programmation d'intégration GTB. Donc, on n'a pas du matériel qui est de classe A. Par contre, en effet, c'est un des vecteurs pour rendre le bâtiment performant au niveau de ces classes, mais c'est bien un système de produits, je vous le verrai par la suite sur les diagrammes, et de paramétrage et de programmation pour être le plus efficace. Un type d'exemple, pour être de classe A sur l'éclairage, il faut que j'ai capacité d'asservir l'éclairage en fonction de deux paramètres, l'occupation et l'apport de luminosité extérieure. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un capteur plus un régulateur qui puisse me permettre de faire moduler l'éclairage artificiel tel qu'on a dans la salle. Donc, un système qui permettrait juste d'allumer la lumière, l'éclairage, qu'à partir de 7h30 du matin ou 8h du matin et de le couper à partir de 19h, sans prendre en compte la mobilité, la présence, les usages, la lumière entrante, on n'est pas dans la classe A ou B. Non. Alors, voilà. Donc, je pense que ça répond à cette première question, cette question. On va revenir après sur vraiment la GTB, ce que c'est la deuxième partie. Là, juste, j'aimerais qu'on repasse sur. Donc, on a vu le contexte un peu global, le contexte réglementaire, ces deux lois, décret tertiaire, décret Bax. Il y a un élément qui a accéléré beaucoup les choses et qui fait peut-être un certain nombre d'entre vous être là aujourd'hui, mais c'est les prix. Parce qu'on joue avec la GTB et avec tout ce qu'on travaille sur la performance énergétique, sur l'énergie, donc plutôt sur les quantités, entre guillemets, mais la dimension prix, donc ce qu'on paye sur sa facture, c'est un prix fois quantité. Et ben c'est ça qui impacte beaucoup, en gros, nos portefeuilles, il nous fait agir. Vous montrez où est-ce qu'on se situe aujourd'hui au niveau des tarifs. Et ce que disait Dimitri tout à l'heure, en fait, on est redescendu. Donc, on est monté pendant l'été, on a eu ce pic, donc suite à l'Ukraine, au déclenchement de la guerre en Ukraine. On est monté, donc on voit qu'on a le gaz d'un côté, l'électricité de l'autre. On voit qu'il y a une corrélation, ça on a beaucoup entendu parler, je ne détaille pas trop, mais entre les prix l'un est lié à l'autre. En gros, on est monté au pic à plus de 1 000 euros du mégawattheure sur l'électricité. On était à moins de 100 euros du mégawattheure avant l'Ukraine, et là aujourd'hui on se balade autour de 150 euros du mégawattheure. Ça c'est d'un point de vue global. Donc aujourd'hui, nous les clients qu'on va accompagner sur la partie courtage énergétique, donc renégocier leur contrat, aujourd'hui on est retombé à des prix qui sont entre 150 et 200 euros du mégawattheure en prix moyen sur l'année. Quand on prend ces consommations heure pleine, heure creuse, voilà. Donc on est sur des prix, on est 5 fois plus bas que le pic, mais on est 2 fois plus haut qu'il y a 2 ans, pour se situer. Et on ne redescendra pas au prix qu'on a connu par le passé. Parce que on sait qu'on a une crise énergétique, notamment sur le gaz. Sur l'électricité, on va avoir de plus en plus de besoins avec les véhicules électriques, l'électrification du chauffage. Donc, il y a des investissements qui sont lancés dans les renouvelables, dans le nucléaire, pour augmenter la capacité. Par contre, on sait que les prix qu'on a connus pendant des décennies, on les retrouvera pas. Ça ne veut pas dire qu'on va rester à 1 000 euros du mégawattheure. Par contre, les prix qu'on a aujourd'hui, c'est plus dans la continuité qu'on va se situer. Et on a les impacts directs sur les technologies GTB, hein, si on fait le lien avec la partie EcoWatt. Alors, ouais, vas-y. Et donc, nous, là-dessus, on travaille aussi avec des grands maîtres d'ouvrage de se dire, donc EcoWatt, en quelques mots, c'est la météo, mais de la disponibilité du réseau électrique, hein, chose qui, pour nous, Français, n'existait pas il y a quelques mois, mais je fais écho à la crise en Ukraine, où on voit que maintenant, tous les réseaux sont interconnectés. Et donc, nous, bien entendu, dans les solutions qu'on va vous proposer, on est capable, en fait, de répondre donc, aux différents niveaux d'alerte d'EcoWatt. Donc, vert, tout va bien, orange, il y a plus de tension, et rouge, risque de coupure. Et donc, encore une fois, j'ai parlé de notre bâtiment, mais c'est des choses où on est autorisé à partager. Et donc, nous, il n'y a rien de magique, hein. On a fait une nouvelle règle dans notre GTB de notre bâtiment. Et en fait, on fait de l'effacement, ce qu'on a dit thermique.
Encore une fois, on a des packs et donc on sait qu'aujourd'hui, on peut maintenir une température de confort en fonction de la température extérieure et donc s'effacer un certain nombre de temps sur le réseau et donc lisser les différents pics qu'on peut avoir. La problématique, encore une fois, on rebondit sur le propos que j'ai eu tout à l'heure. L'enjeu du tertiaire, c'est qu'on est sur des impacts énergétiques donc distribués. Notre bâtiment de 30 000 m², on va dire qu'on est entre 350 et 400 kW un instantané. Donc l'idée, c'est en fait, c'est de faire des pools avec nos voisins, d'effacement plus significatif pour baisser la tension sur le réseau électrique. Donc l'effacement, L'effacement, il y a qu'est-ce que 10 ans. c'est donc, Voilà. donc l'effacement, c'est le fait de dire j'arrête de consommer, je Absolument. consomme moins à un moment donné C'est ça. pour laisser de la consommation à autrui. C'est quelque chose qui est financièrement incité, donc qui est intéressant financièrement et que l'État a mis en place pour alléger le réseau. C'est ça. Moi, je vois un autre lien avec la GTB sur les prix. Donc là, on parle en prix moyenné. Là, les courbes qu'on diffuse, c'est des prix, c'est le prix spot, donc le prix qu'on va acheter livré. Sauf que sur nos factures d'électricité qu'on a, on a nos heures pleines, nos heures creuses, été et hiver. Et nous, donc là, les clients qu'on accompagne, on a pu voir des gens qui avaient une variabilité incroyable entre des heures de pointe. Alors, surtout des gens qui ont renouvelé leur contrat en décembre dernier. Donc, ça, c'est des gens pour qui c'est compliqué. Mais on a des gens qui vont avoir des heures creuses où ils vont payer moins de 100 euros du mégawattheure, 80 euros du mégawattheure et plus de 1 000 euros du mégawattheure en heure de pointe. Donc là, nous, j'ai un certain nombre d'écoles qu'on accompagne qui ont ce genre de tarifs. Et donc là, effectivement, je pense que la GTB aussi, quand on a ce type de contrat, il y a peut-être des gens, des maîtres d'ouvrage au webinaire, mais c'est de se dire que peut-être que ça peut être une manière de répondre. La GTB peut être une solution dès lors qu'on a un ratio de 1 à 10 ou de 1 à 20 entre ce qu'on va payer le 29 mars ou le 1er avril. C'est un très bon point. Alors, encore une fois, désolé, mais là, on va se projeter à Grenoble, en face du CEA. Il y a un autre bâtiment de Schneider qui est le plus efficace au monde. Et en effet, on intègre cette notion-là où, en fait, on est plus loin. On est capable, en fait, avec un contrat dérégulé, de soit s'effacer, soit me réinjecter sur le réseau, parce qu'on sait notre coût de production énergétique. Donc, la production locale, c'est de l'éolien, c'est du photovoltaïque, le stockage associé. Et en fonction de notre coût de contrat, parfois, c'est plus intéressant de s'effacer ou même de réinjecter de l'énergie. Ouais. Et donc là, Schneider, on parle de grands bâtiments, hein, donc 30 000 m², mais en revanche, même sur des petits bâtiments qui vont avoir des pompes à chaleur, ce qu'on est en train de se dire est transposable totalement. Et c'est de se dire, bah voilà, j'ai mon heure creuse qui va être la nuit, ben, je suis l'hiver, là j'ai mon contrat, on est le 1er décembre, je paye très cher la journée entre 8h et 13h, mais je paye moins cher la nuit, et ben j'asservis mes équipements de sorte que je consomme au maximum. Enfin, je consomme au minimum dans mes heures pleines et je réserve de la consommation pour mes heures. Un des objectifs pour nous aujourd'hui, c'est ma présence. Alors, on parle de grand tertiaire, mais c'est la même technologie en fait qu'on applique sur des bâtiments de plus petite taille. Et même, on peut aller plus loin sur la partie résidentielle. Ces notions de flexibilité énergétique en fait sont inspirées de la GTB, sont maintenant poussées dans les technologies qu'on appelle GTB pour le résidentiel, qui est la partie Wiser. Donc, c'est vraiment adaptable par rapport à toutes les tailles et les enjeux des actifs. Donc voilà, ouais, ça, je pense que c'est un des messages, hein, parce qu'on peut dire peut être assez abscon cette notion de GTB. On peut dire qu'est-ce que c'est de la grosse technologie, c'est réservé au bâtiment rue Malmaison, au siège de Schneider qui fait 30 000 m². L'idée, c'est que non, en fait, aujourd'hui, après, il y a des curseurs, mais ça s'adapte au bâtiment qui rentre dans le cadre du décret. Il y a une obligation, le décret Bax, mais il y a aussi une faisabilité, il y a de la rentabilité pour des petits bâtiments. Quand je dis rentabilité, il y a une rentabilité énergétique, d'une part, et une rentabilité financière d'autre part. Donc ça, c'était le contexte. La performance énergétique, un peu rentrer dedans, juste alors là aussi rapidement, et après, avant d'aller vraiment sur la GTB. La performance énergétique, c'est sur quoi on agit. Donc on parle de la performance énergétique d'un bâtiment. La performance énergétique, c'est 3 leviers. C'est notre enveloppe, donc c'est les murs, les plafonds, le plancher. C'est en gros l'isolation du bâtiment, d'une part. D'autre part, ce sont les systèmes énergétiques. Je chauffe, je refroidis, j'éclaire, je fais fonctionner mes process. Et c'est la manière dont tu les utilises, c'est les usages. Donc c'est les 3 leviers, 3 piliers de la performance énergétique. La GTB, en gros, on va travailler sur les systèmes. On a l'enveloppe, on vient travailler sur les systèmes et en jouant sur les usages. On travaille sur les systèmes et les usages. Souvent, donc ça s'intègre, la performance énergétique, on va travailler au global, mais on va voir assez rapidement. Mais je présente un peu la démarche de la performance énergétique.
qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur la performance énergétique d'un bâtiment? Déjà, on va regarder le point de départ, c'est l'audit, donc c'est regarder combien consomme mon bâtiment, ce qui est assez facile avec l'électricité parce qu'on va trouver avec les pas de temps 10 minutes, on peut récupérer les consommations, les appels de puissance toutes les 10 minutes de son bâtiment, quel que soit son bâtiment. Donc des petits bâtiments, on retrouve ces consommations. On vient faire une étude assez fine pour comprendre d'où viennent ces consommations. Est-ce que c'est la cuisine, si on est dans une école, la cuisine, le chauffage, la ventilation, la climatisation, est-ce que ce sont les ordinateurs, enfin, voilà, l'ensemble des systèmes. Donc là, vous avez un exemple un peu de diagramme. En gros, quelle énergie vient consommer par quel usage et combien ça représente dans le budget. Et puis, on va regarder sur quoi on peut travailler avec différents investissements pour faire des économies d'énergie et des économies de CO2, ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, et on arrive de manière très fréquente à atteindre des niveaux avec des investissements rentables, à avoir des niveaux de rentabilité. Et enfin, bref, on arrive à diviser par 2 les consommations avec des niveaux de rentabilité très satisfaisants. Atteindre la cible du décret tertiaire. Pour atteindre la cible du décret tertiaire, voire au-delà, parce que le décret tertiaire, ouais, mais tu as raison, mais c'est 2030, on va atteindre moins 40%. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'on peut même aller au-delà et être déjà sur l'objectif 2050 qui est de moins 60%. Pour la prise de décision, les maîtres d'ouvrage, en fait, nous, on est assez convaincus qu'il y a un sujet complexité et qu'il faut aider en simplifiant les choses au maximum. Donc, en fait, on vient regarder l'ensemble des investissements qu'on peut faire. Et donc, il y a des critères de confort qui rentrent, il y a des critères d'écologie qui rentrent dans la prise de décision. Mais le critère financier, avec le temps, avec l'usage, on réalise que quand même le critère financier, c'est ça qui pousse à la décision. Et donc, on peut classer dans un nuage de points, si vous voulez, sur un axe abscisse ordonné. Est-ce qu'on va faire de l'isolation? Est-ce qu'on va changer les menuiseries? Est-ce qu'on va changer la chaudière? Est-ce qu'on va mettre en place une GTB? Ou est-ce que ça se situe dans un nuage de points sur un graphe qui serait un investissement rentabilité? Et ce qu'on constate, c'est que quand on va travailler sur l'isolation, on peut faire beaucoup d'économies d'énergie. Les investissements vont être assez importants, mais on aura une rentabilité qui va être plus faible. Isoler les murs, les combles, c'est un peu moins vrai, mais les murs notamment, gros investissements et rentabilité un peu plus faible. Travailler sur les systèmes, remplacer sa chaudière, basiquement, là, on va être sur des investissements qui peuvent être assez élevés, avec une rentabilité importante, mais qui est très corrélée au prix de l'énergie. Et enfin, dernier sujet, mais la GTB, nous, on va situer donc avec une rentabilité relativement importante, et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, parce qu'on constate que beaucoup de maîtres d'ouvrage vont sur la GTB parce qu'il y a une rentabilité et que c'est très intéressant, et on va vite taper sur les 30-40% d'économie d'énergie. C'est le travail sur les usages avec un rendement financier important. Donc, sur la GTB aujourd'hui, je ne vais pas faire le détail de tous les investissements qu'on pourrait faire dans un plan de performance énergétique, mais la GTB, on se situe en général plutôt à droite dans le cadran et avec une rentabilité relativement peu élevée. Quand tu dis rentabilité, c'est retour sur investissement qui est plutôt court par rapport à… C'est ça. Okay. Peut-être juste pour compléter ce que tu dis, Gonzague, je pense que souvent on a tendance à opposer le sujet d'isolation et de pilotage en disant finalement à quoi ça sert d'installer du pilotage sur une passoire thermique. Et souvent, d'ailleurs, le sujet d'efficacité énergétique a été associé au sujet de passoire thermique. Et je pense que ce n'est pas la bonne approche. Alors d'une part, parce que quand vous avez une passoire thermique, déjà, si vous êtes sûr que vous ne la chauffez pas pendant la nuit quand vous n'êtes pas là, vous allez économiser encore plus d'énergie. Donc, ce n'est pas parce que c'est une passoire thermique qu'il ne faut pas la piloter. Au contraire, c'est encore mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir qu'on est sur des approches qui sont complémentaires. Isolation d'un bâtiment, si vous allez faire des travaux d'isolation d'une école, ça va être compliqué de le faire quand les élèves sont présents. Ça va être des gros volumes d'investissement. Donc, vous n'allez pas pouvoir isoler toutes les écoles de votre région ou de votre département dans les 5 ans qui viennent. Il va falloir quand même essayer de faire des économies d'énergie en attendant. Par contre, vous allez avoir des plans de réinvestissement, de rénovation de l'école. Et à ce moment-là, évidemment, il faut faire cette isolation. Donc, il n'y a pas du tout une opposition entre les deux approches, mais elles correspondent à des moments différents dans la vie du bâtiment, parce qu'on peut agir en situation occupée ou pas occupée, et puis avec des moments où on est capable ou pas d'investir des gros montants. Ouais. Ça va être vraiment le maître d'ouvrage, sa réalité, je pense, effectivement, qui joue. Par rapport à ce que tu dis, Dimitri, nous, ça se traduit et pour le maître d'ouvrage, dans cette logique de simplifier, de comprendre et d'avoir une visibilité, ça se traduit par un plan de performance énergétique. Alors là, on a pris un extrait,
Et pour vous montrer, mais concrètement, c'est quel investissement je fais à quel moment qui m'apporte quelle économie d'énergie et donc quelle rentabilité financière. Parce qu'en fait, quand j'investis, par exemple, donc là dans notre plan, c'est un exemple qu'on a pris, je ne sais plus si c'était sur un EHPAD ou une école, mais on a un investissement, c'est la dernière ligne que vous avez en bas, mais en gros, c'est un investissement net de 440 000 euros net de subvention, sur lequel on arrive à faire 40 et quelques mille euros d'économie annuelle au prix de l'énergie actuelle, et qui concrètement veut dire que votre investissement, là, il se paye en 10 ans, ou dit autrement, on a une rente, un TRI, donc le TRI, c'est le taux de rentabilité interne, c'est concrètement, si je mets de l'argent à la banque, je mets 100, donc là, je mets 440 000 euros à la banque, il me rapporte 40 000 euros par an, 44 000 euros. Ce qui est une rentabilité, en fait, hyper forte aujourd'hui, et qui nous rend assez optimistes sur le côté transition énergétique, qui nous fait penser que, en fait, il y a une convergence aujourd'hui entre l'économie et l'écologie sur cette dimension performance énergétique du bâtiment. Le maître d'ouvrage qui pense plus focus rentabilité financière, et ben, faire de l'écologie, aujourd'hui, ben, on lui dit, vous gagnez de l'argent, allez-y, quoi. Vous faites de l'écologie, c'est malgré vous, mais vous en faites, et donc c'est une bonne chose. Donc le maître d'ouvrage, ce qu'on va, voilà, la GTB, et pour revenir à ce que disait Dimitri, ça s'intègre dans un plan d'investissement plus global. Alors je vous propose maintenant là on a fait une petite demi-heure, qu'on soit vraiment là, on va rentrer peut-être dans la technique de la GTB. Et donc voilà, la GTB, c'est les usages que je disais. Peut-être définir, Jean-Baptiste, la GTB et nous expliquer un peu sur quoi ça joue, et puis prendre des cas. Donc, GTB, large sujet. Avant, on parlait de GTC, donc gestion technique centralisée. Maintenant, on parle de gestion technique du bâtiment et maintenant aussi de BAX. La GTB, ça va être quoi? Ça va être un système qui va être composé de différents équipements. Donc, une couche qu'on appelle nous terrain, donc de régulateurs, d'extensions qui vont piloter là la partie donc CVC, chauffage, climatisation et éclairage. Une couche au-dessus qui va être la couche automatisme, qui va mettre de l'intelligence entre ces différents équipements, qui va pouvoir être capable de récolter tout ce qui va être compteur énergétique. Et le tout va être structuré, contextualisé par une supervision. Donc, c'est l'interface graphique que souvent les gens voient quand ils parlent de GTB. Alors là, je pense qu'on a plongé vraiment tout d'un coup dans la technique. Donc, si on revient un peu sur les usages pour être le plus concret possible, moi, je vais vous parler de quelques cas sur lesquels on travaille en ce moment. Alors, d'abord, sur des supermarchés, par exemple. Sur des supermarchés, on est dans des situations, c'est ce qu'on appelle optimiser le talon. Le talon, c'est, on va dire, la consommation de votre bâtiment quand il n'est pas occupé. On a un La certain nombre nuit, de... les week-ends, des choses comme ça. Exactement, voilà. On a un certain nombre de supermarchés où la lumière reste allumée toute la nuit. Pourquoi? Simplement parce que les locaux pour gérer l'éclairage ne sont pas accessibles aux personnes qui vont mettre les produits en rayonnage le matin. Donc, enfin, le matin à 5 heures du matin avant que le supermarché ouvre. Et que finalement, il n'y a pas de système qui permet d'automatiser l'éclairage en fonction des horaires d'intervention des personnes. Donc là, aujourd'hui, l'idée d'une GTB, c'est de dire ça va apporter, par exemple, réponse à ce problème, un pilotage de l'éclairage en fonction des horaires qui vont être définis, qui vont être adaptés selon les jours, et donc répondre à la fois à des enjeux de sécurité, hein, parce qu'on a des cas parfois où, un peu le pendant, les crises énergétiques, les supermarchés disent on éteint la lumière et on se retrouve avec des gens qui interviennent avec la lumière de leur téléphone portable. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, c'est ce que la GTB peut apporter. Un deuxième exemple, c'est qu'on va avoir des sites, des petites écoles, des EHPAD, etc. On va avoir des espaces communs, par exemple des cantines ou des espaces de restauration. Et si on n'a pas ce système de pilotage que peut apporter la GTB, et le système, ça peut être très simple, encore une fois, ça peut être vraiment adapté à la taille du bâtiment, on parle parfois de très peu d'équipements. Avoir ces systèmes, ça va vous permettre de dire, finalement, une cantine, un espace de restauration, je sais quand est-ce qu'il va être utilisé. Il y a peut-être un temps avant de préparation, donc on va avoir une population peut-être un peu moins importante, et donc je vais adapter mon chauffage, ma climatisation pour que j'assure le confort des personnes quand ils vont utiliser la cantine, l'espace de restauration. Par contre, je ne vais pas le chauffer avant ou après, et je vais vraiment aller chercher des économies d'énergie
sur l'ensemble de la journée en optimisant la période où je le mets dans les bonnes conditions de confort. Et puis, un dernier cas, on a parlé de luminosité. Enfin, finalement, on peut aller chercher des données qui vont nous permettre d'aller piloter le plus finement possible l'utilisation de notre énergie. Alors, des données, ça peut être la luminosité extérieure et dire finalement, je vais adapter mon éclairage. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, dans des supermarchés, dans des bureaux. Ça peut être aussi de compter le nombre de personnes. Je pense qu'on a tous vécu des situations où on va en salle de réunion et puis tout d'un coup, au bout de 30 minutes, il fait trop chaud. Et alors là, on a la climatisation qui se met à fond. Finalement, si on sait juste simplement se dire, tiens, j'ai 10 personnes qui sont entrées dans ma salle de réunion, je peux à la fois économiser de l'énergie parce que je vais anticiper et maintenir en même temps des conditions de confort qui sont meilleures, c'est-à-dire finalement vivre, éviter d'avoir ce pic de chaleur qu'on vit tous au bout d'un certain temps de réunion. Et puis avoir des appels de puissance peut-être un petit peu moins forts. Moi, c'est quelque chose qui m'avait aidé à comprendre aussi. Enfin, je trouve que c'est un exemple que tu avais donné, Jean-Baptiste. La GTB, ça permet d'agir sur la dimension statique d'un bâtiment, mais également sur la dimension dynamique. Absolument. Donc, le statique, c'est une école, par exemple, on n'a plus d'élèves après 17h, 18h. Voilà, on vient vraiment dire de manière statique, je programme un arrêt des consommations de l'éclairage, du chauffage, ventilation, climatisation quand j'ai plus d'élèves et je rallume à 7h30 un peu avant qu'ils arrivent le lundi matin. Donc ça, j'ai un pilotage sur le côté statique, également sur le côté dynamique. J'ai ma salle de réunion, j'ai ma salle de classe. On va pas tout programmer. On sait la salle de 6e C, la salle de classe de 6e C, on sait pas si elle va être libre, si la maîtresse va être là, pas là. Et donc là, c'est en fonction de la présence, en fonction de la lumière extérieure. Si on est l'hiver, l'été, on allume l'éclairage, on allume le chauffage, la climatisation ou pas. Donc c'est la dimension je travaille de manière statique, je travaille de manière dynamique. C'est un petit peu ça. Absolument, absolument. Donc l'idée, si on démystifie un peu tous ces sujets-là, c'est de se dire, OK, sur le tertiaire, si on garde ce prisme, je vais avoir deux facteurs influents principaux qui vont être mon occupation et ma température extérieure. Et donc, comme l'expliquait Gonzague, l'idée au niveau de la GTB, c'est qu'on puisse être sur du pilotage pas fin. L'éclairage, c'est très simple, mais sur la partie, parce qu'on a souvent un focus sur l'éclairage, parce que c'est ce qui est le plus visible. Ce qui consomme le plus quand même dans un bâtiment tertiaire, ça va être le chauffage, ventilation et climatisation. Et donc, c'est comment on joue sur cette température de confort. Et en effet, se dire finalement, au lieu d'avoir un planning horaire statique, de dire voilà, je lance mon chauffage tous les jours à 7 heures pour avoir une température de confort à 8 heures, finalement, en fonction des températures extérieures, je vais pouvoir moduler la mise en température de mon bâtiment. Et après aussi, c'est de se dire finalement, si mon bâtiment n'est pas utilisé comme prévu, ma salle de réunion n'est pas utilisée avant 10 ou 11 heures, je vais pas être sur une température de confort, mais sur une température en fait de transition. Et c'est notre capacité en fait de sectoriser le bâtiment qui nous rendra plus efficace dans le pilotage. Donc voilà, donc les inputs, les paramètres qui rentrent, donc l'occupation. Enfin, après, c'est un curseur, on utilise plus ou moins de choses, mais on peut aller jusqu'à prendre en compte l'occupation de la pièce, des zones, la température extérieure, la température de la pièce et la lumière qui vient entrer dans une pièce. Alors, un autre point aussi important, c'est historiquement la GTB, donc c'était une supervision, donc avait vocation à aider l'exploitant à maintenir en fonctionnement le bâtiment. Les notions d'efficacité énergétique sont venues par la suite, le fameux monitoring énergétique. Malheureusement, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est que c'est souvent des systèmes qui ont été décorrélés de la GTB, voire même encore plus aberrant, des compteurs qui sont communicants, et ça revient de 95% qui avait été mentionné au niveau de la présentation, qui n'ont pas remonté au niveau de la GTB. Nous, on avait fait une pratique sur un patrimoine très, très hétérogène en termes de surface pour un propriétaire d'une trentaine de bâtiments en région parisienne. 99% des relevés énergétiques étaient faits manuellement par le mainteneur. Donc, aucune capacité d'être dans le temps réel. Et ça peut poser aussi des questions sur la qualité de données qui est faite sur ce sous-comptage énergétique. Donc, l'idée, en fait, de travailler
avec des groupes tels que les Grinta, c'est qu'eux nous apportent l'expertise énergéticienne de savoir où est-ce qu'on va capter la consommation énergétique importante. Et nous, en face, on met le système d'automatisation pour aller chercher la performance énergétique. Si on prend un cas très concret, sur le tertiaire, on va avoir trois usages de consommation énergétique, la partie CVC, la partie éclairage. Et nous, CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Éclairage et la partie process. Process, ça va être les PC, maintenant beaucoup PC portables. On peut sensibiliser. Par contre, les cuisines dans les EHPAD, dans les... Ouais, mais les cuisines, ouais. Mais ça, si vous voulez, ce que je veux dire sur sa partie usage, c'est qu'il faut être très fin là-dessus, sur les leviers qu'on peut mettre derrière au niveau de la GTB. Sur les PC, typiquement, l'utilisation des PC, malheureusement, c'est lié au travail des gens. On ne va pas pouvoir, au niveau GTB, hormis communiquer dessus pour sensibiliser les gens, pour couper leur écran sur les postes de travail, ça va être très cher au niveau GTB pour mettre de l'intelligence, de l'automatisme. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de pondérer entre l'investissement sur l'automatisme que je vais mettre, qui serait extrêmement intéressant sur l'éclairage avec des retours sur investissement assez courts, sur des choses sur la partie process où on aura moins la main en termes de c'est plus difficile. C'est ça. Et d'où l'intérêt, quand on commence une démarche, et c'est la démarche qu'on a souvent, mais c'est de regarder où est-ce que sont les enjeux, où est-ce qu'on consomme beaucoup. C'est ça. J'ai 150 000 euros de facture par an, j'ai 40%, j'ai 50, 60% sur mon chauffage, climatisation, ventilation, ma CVC. Ouais. Là-dessus que je vais jouer. Je vais jouer également à un moment donné sur l'éclairage. Je vois que c'est 10-15%, etc., etc. Donc, il y a un travail en amont pour regarder où est-ce que sont les enjeux. C'est ça. Et là, donc ça, il faut se faire accompagner, mais grâce à aujourd'hui les pas de temps 10 minutes, mais c'est le compteur Linky qu'on a chez soi, on peut voir où sont les appels de puissance. Si on met ça en parallèle avec les équipements qu'on a, on peut voir où est-ce qu'on consomme. Si on agrège ça sur l'année, effectivement, on voit où sont les euros et du coup, où est-ce qu'il faut travailler. Et l'idée du Crebax, in fine, c'est que ça soit fait de façon automatique. C'est que la GTB soit capable de simuler, alors on parle de jumeaux numériques ou digital twins, mais voilà, de modéliser une performance optimum de tous les équipements du bâtiment en termes de performance énergétique et d'identifier des dérives dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sous-comptage énergétique doit vraiment être rattaché au niveau de la GTB pour qu'on puisse faire ça demain de façon automatique. Et juste avant de passer peut-être à deux cas concrets sur du petit tertiaire, du moyen tertiaire, et puis comment on gère un projet concrètement. Le petit point là sur optimiser le talon, un retour d'expérience. Nous, on constate souvent en fait, que dans les bâtiments et différents types de bâtiments, mais les moments où il n'y a pas d'usagers dans le bâtiment peuvent représenter jusqu'à 30 ou 40% des consommations énergétiques. Ce qui veut dire que sur des factures, pour mettre des euros en face, on a beaucoup de clients, les factures se baladent entre 100 et 200 000 euros par an. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on parle de 30 à 80 000 euros par an de consommation pour rien. Donc, effectivement, c'est là où on se dit, quand on repère ça, on se dit, ah oui, il y a quelque chose à faire et ça a du sens. Peut-être, donc Jean-Baptiste, donc là, on dit, oui, c'est pas que, tu disais, c'est pas que pour du grand tertiaire, donc ça commence pour des bâtiments à partir de 1000 m², donc des petites écoles. Concrètement, voilà, quand on dessine une architecture de GTB, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est ce que vous voyez de façon simplifiée ici à l'écran. Donc, ce qu'on voulait souligner lors de cette intervention, c'est qu'on a travaillé basé sur nos technologies de, entre guillemets, grand tertiaire, donc plus de 10 000 m², à rendre ces solutions attractives d'un point de vue financier. Donc, on a essayé de standardiser au maximum la partie intégration et développement de la GTB, ce qui est toujours un mix entre du produit et du développement spécifique par site. Et donc là, en fait, vous avez une projection pour vous montrer que c'est finalement très simple, une GTB, donc avec deux impératifs, donc économiquement accessible et surtout sur des bâtiments de plus petite taille, en fait, on sait qu'on n'a pas forcément de personnel technique qui va être dédié, donc des équipes postées, et donc nativement connectable sur Internet. Donc en fait, ça va être donc notre automate qui est donc multiprotocole. Donc tous les équipements communiquant en protocole ouvert, principalement BACnet, Modbus pour ne citer que et DALI pour l'éclairage, vont être capables en fait d'être remontés au niveau de notre GTB et également structurés et complétés par du capteur sans fil pour aller chercher de la performance énergétique. Et le tout sera disponible en fait avec une supervision accessible à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera capable d'envoyer une alerte et donc d'interagir très rapidement si on voit une problématique technique, la chaudière qui ne s'est pas mise en route par exemple, ou une dérive énergétique. Là-dessus, j'appuie sur un deuxième point qui est important. Le sans fil, oui, pour la partie capteur.
Non pour la partie contrôle-commande. Pourquoi? Parce que souvent, on est sur des équipements qui sont dans des locaux techniques. Donc, en termes de couverture sans fil, c'est vite complexe. Et il faut faire attention, capter de la donnée complémentaire via du sans fil, pas de souci. Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup de Zigbee ou de LoRaWAN, donc les protocoles ouverts, encore une fois, en sans fil. La problématique de ces protocoles-là, donc très bien, parce que ça dure dans le temps. Un capteur de température LoRa, c'est entre, je pense, 5 et 10 ans de durée de vie sans changer la pile, donc intéressant d'un point de vue économique. Par contre, on n'est pas capable de mettre à jour ce capteur-là. On a parlé tout à l'heure de cybersécurité. Bien entendu, parce qu'on les équipe en interne, cette solution-là embarque toutes les protections informatiques. Et donc, le lien que vous voyez ici en bleu, donc filaire, n'est pas à câble à distance. Peut-être juste un point en complément dans la photo, parce qu'on a parlé beaucoup d'énergie. Ici, vous voyez qu'on mentionne aussi un compteur d'eau. On entend quand même beaucoup parler de sécheresse aujourd'hui. Oui. Voilà. Après, on cherche à optimiser l'énergie, bien sûr, mais ensuite, dans le talon, il y a aussi, par exemple, la consommation d'eau qui va probablement devenir un poste aussi de dépense de plus en plus important et puis un sujet d'importance. Et donc, en fait, d'avoir cette capacité de vision un peu des consommations tout fluide, on va dire, bah, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour détecter des fuites et pour optimiser aussi, en dehors de la consommation énergétique, la consommation d'eau. Voilà, donc c'est pas que, effectivement, on Ouais. est assez focus performance énergétique, mais il y a cette dimension, des dimensions complémentaires, Non, mais qualité même, de l'air. ouais. Et tout à fait. Enfin, je rebondis sur l'eau. C'est vrai que Schneider Electric, on est très focus, enfin, on parle beaucoup d'électricité, et puis bon, c'est le contexte actuel par rapport à la transition du gaz. Mais non, de base, de toute façon, les GTB, on a toujours monté la partie compteur d'eau. Donc, ça fait partie intégrante. Ça fait partie de. Parce que c'est un vrai sujet sur les fuites d'eau. Je rebondis sur la question, Ouais. donc très bon point. Alors, pas du tout, hein. On est complètement ouvert. Si vous voulez, nous, d'un point de vue GTB, que ce soit Zigbee ou LoRaWAN, il n'y a aucun souci pour nous. Juste le Zigbee est peut-être moins cher à déployer que le LoRaWAN, là où le LoRaWAN a une portée plus importante. Mais encore une fois, c'est deux protocoles ouverts. Donc nous, on s'adapte en fait aux contraintes contraintes financières, excusez-moi, et aussi aux contraintes du bâtiment. Et à l'existant. Et juste, il y avait une Il y a une question autre avant. question aussi. Oui, Ouais. je vais la lire. Donc, les données issues de compteurs électriques à technologie non intrusive, exemple Smart Impulse, sont-elles fiables et peuvent-elles être exploitées par une GTB? Donc, Smart Impulse, donc c'est des solutions où on part du compteur général en fait pour essayer d'identifier les différentes charges. Alors, je vais pas me prononcer sur la fiabilité, honnêtement, parce que je connais pas assez bien leurs algorithmes. Je sais que ça fait assez longtemps qu'ils sont installés sur. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on veut faire à partir de ces données. C'est-à-dire que si on revient un peu sur ce qu'a évoqué Gonzague, si l'idée c'est de s'appuyer sur ces données pour faire un changement de chaudière, je pense que ça vaut le coup d'investir dans un compteur pour vérifier que les problèmes qu'on a identifiés en termes de consommation, ils sont vraiment là. Après, si on parle de données pour se dire, tiens, je vais peut-être optimiser certains réglages, par exemple des programmes horaires où j'ai l'impression que telle et telle pièce ou tel et tel équipement consomme un peu trop, après, toutes les données sont bonnes à prendre et je pense qu'un des enjeux pour les plus petits bâtiments, etc., c'est vraiment d'utiliser au maximum ce qui est déjà en place. Toutes les données qu'on peut avoir, à la fois dans l'analyse et puis ensuite dans la récupération, on va dire, d'un point de vue technologique des données. Alors là-dessus, je pense qu'au-delà de Smart Impulse, hein, il y a un vrai sujet aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, sur la qualité de données énergétiques sur le sous-comptage. On a beaucoup de retours où le seul compteur qui compte bien, en général, c'est le compteur de facturation. Donc non, mais c'est vrai, hein, on ne va pas se le cacher. Donc en fait, je dirais peu importe la technologie, il y a un vrai sujet de qualification. Alors on parle aussi de commissioning sur cette donnée énergétique. Et donc aujourd'hui, surtout sur des bâtiments d'existants, c'est pour ça que mon travail, on s'appuie sur l'expertise de Grinta. Il y a un sujet de qualification de la donnée énergétique qu'il faut traiter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, au niveau de Smart Impulse, c'est que cette donnée-là, le sujet de la qualification de la qualité est un sujet, mais par contre, doit être remonté localement au niveau de la GTB. Le sujet du Smart Impulse, c'est que ça monte en fait dans une notion de plus ou moins de cloud. Et ce qu'il faut savoir dans le cadre du décret BAC, c'est qu'on doit, au niveau de la GTB, le stockage du sous-comptage énergétique, à minimum à part mensuel, et ça pendant 5 ans. Donc, pas de souci de travailler avec Smart Impulse. Par contre, elles doivent être remontées au niveau de la GTB. Être remontées au niveau de la GTB. Donc, j'espère que ça répond bien, mais je pense que ça répond à la question. Moi, concrètement, ça veut dire que, alors, on risque de déborder un petit peu dans le temps. Là, il nous reste 5 minutes, mais voilà, si
en espérant que vous ayez quelques minutes en plus, mais continuez à poser vos questions. Je pense que c'est ça qui est bien, que ce soit interactif. Ouais. Moi, une question de manière concrète, peut-être que des gens se disent, mais concrètement, c'est quoi une GTB? C'est quoi? C'est un écran? C'est un capteur dans une pièce comme ça? C'est un capteur de présence? C'est quoi? C'est quoi le tangible, les éléments tangibles d'une GTB? Juste, excusez-moi, une petite parenthèse. Quand on parle de compteur énergétique, ça m'est revenu. On se dit qu'il faut rajouter du compteur, il faut ajouter Spartan Plus. Attention, hein, dans les équipements aujourd'hui, les nouveaux équipements, typiquement une CTA, donc une centrale de traitement d'air, celle qui apporte Carnot, il y a souvent en fait du comptage énergétique qui est embarqué dedans. Et dans les pompes à chaleur également. Les pompes à chaleur. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter, c'est que même en termes de compteur, on peut récupérer de la donnée, de la valorisation de la donnée au niveau des équipements. Qu'est-ce qu'une GTB? Tu as un PC devant toi, voilà, une GTB, c'est ça. Ça va être donc un mix d'équipements dedans, donc de puces, donc de régulateurs d'automates dans notre jargon, et une interface graphique qui va permettre en fait de mettre une supervision, une visualisation en fait au niveau des exploitants pour gérer le site. Donc concrètement, ça va être ce que tu as dit, ça va être sur un site, ça va être l'ajout. Une école. J'ai un directeur d'école, un chef d'établissement. Une école. Quelle est sa vie avant la GTB, après la GTB? Il a quoi comme équipement? Donc comme équipement, en fait, donc si on se dit on va faire la GTB donc au plus simple, on va récupérer les organes de production de chaud. Et donc là, en fait, ça va être l'ajout d'un équipement, donc un automate, donc un petit équipement électronique qui va venir se connecter sur les organes de production en protocole non propriétaire, et après sur lequel on va, tel qu'il a été montré ici, en fait, designer en fait des vues graphiques, donc une interface graphique qui va permettre en fait de voir en temps réel le fonctionnement de sa production de chaud, par exemple de sa chaudière. Ça, c'est la première étape. Et après, s'il y a des sujets aussi sur la partie éclairage, on va venir donc là équiper la partie tableau électrique avec encore des automates complémentaires qui nous permettront en fait directement sur les départs électriques d'enclencher ou pas la partie éclairage. Ouais. Et après, si on veut aller plus loin, on pourra donc servir de la partie présence. Et donc là, ce sera des capteurs que vous avez souvent vus au niveau des faux plafonds qui nous permettront de capter la présence, ou même avec notre nouveau capteur, de faire du nombrement de personnes. Je vois qu'il y a une question sur les cas de robinet thermostatique connecté. Donc effectivement, ça c'est typiquement un sujet qu'on a beaucoup sur du petit tertiaire. Ça permet d'éviter de tirer des câbles et puis s'adapter avec les systèmes de chauffage existants, par exemple dans des EHPAD où on a plein de chambres en fait. Donc là, en termes d'installation, effectivement, ça va éviter de tirer des câbles. On a des solutions même qu'on peut mettre dans des appartements résidentiels en fait, où vous allez changer en fait la tête de vanne du radiateur. Et puis ensuite, cette tête de vanne, elle va communiquer en Zigbee avec un régulateur qui, lui, va être, par exemple, dans le couloir, si on prend un EHPAD avec différentes chambres, qui va pouvoir d'ailleurs piloter 2 à 4 chambres, on va dire. Donc après, ça va être... donc ce régulateur-là, lui, il va être relié à l'automate qu'expliquait Jean-Baptiste, donc à une sorte, on va dire, d'intelligence globale. Après, clairement, là, vous vous dites quel est l'intérêt si je reprends la chambre d'EHPAD, ça veut dire que vous allez pouvoir dire, déjà la chambre, elle n'est pas occupée, je la mets dans des conditions inoccupées, donc j'évite de chauffer pour rien. Je vais pouvoir aussi contrôler la plage de chauffage, par exemple, dans laquelle je veux rester. Et puis, oui, c'est vraiment... C'est le statique dynamique en fait, un petit peu... Autrement dit, c'est qu'en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant sur la question, c'est que la tête thermostatique connectée fait partie de la GTB. Le premier intérêt, c'est gagner de l'argent. Pour être de classe A, il faut que mon émetteur de chaleur soit connecté et communicant, donc la tête thermostatique doit être connectée. Ouais. Si on prend un exemple, et l'intérêt complémentaire au-delà de gagner de l'argent de la GTB, c'est que je vais avoir, imaginons, donc donc c'était quoi? C'était dans quel contexte thermostatique? Il n'y a pas forcément de secteur. Okay. Donc en effet, il y a un sujet d'arbitrage financier entre est-ce que je mets du filaire ou du sans fil par rapport au remplacement des batteries. Mais après, la GTB, c'est que nous, on va venir en fait mettre de la communication entre deux systèmes. Souvent, j'ai de l'éclairage qui a servi sur de la présence. Ouais. Et donc, si on met une GTB, on va pouvoir récupérer cette information de présence du système d'éclairage et le faire communiquer avec les têtes thermostatiques. Et donc là, vous voyez, ce qu'on disait par exemple tout à l'heure sur les facteurs fluents, de pouvoir asservir ma température finale, donc la température de mon radiateur, en fonction de ma présence, et aussi mettre un planning horaire sur l'ensemble du bâtiment qui couperait le bâtiment quand il n'est pas exploité. Donc concrètement, le robinet thermostatique va nous dire, va gérer la température de la chambre, notamment par rapport à des conditions extérieures, mais il va nous dire, voilà, je maintiens à 19 degrés ou 20 degrés. Non, la tête thermostatique, c'est qui te permet, en fait, c'est toi occupant qui te dit, voilà, je veux avoir chaud ou froid. Ouais, en réglant. Et là, on se dit, avec une GTB qu'on vient mettre en plus, on vient
piloter plus finement en fonction de la présence dans la pièce. Donc, c'est le pilotage statique ou dynamique pour expliquer assez simplement. NOC1 est un protocole aussi très intéressant. Une question supplémentaire. Et tout à fait. Ah oui, alors on en voit un peu moins, mais en effet, c'est un protocole sur lequel, avec lequel on travaille. En fait, je pense peut-être juste ce qu'il faut voir, parce qu'on a beaucoup de questions sur la partie protocole, etc. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'idée aujourd'hui, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est passé sur des protocoles ouverts. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'à chaque fois, on puisse venir s'insérer et récupérer tout ce qui est possible en existant. Donc, à part des équipements vraiment anciens avec des protocoles propriétaires, on va être en mesure de récupérer les différents équipements et ça va faire d'autant plus de synergie. Donc, l'idée, c'est pas de dire finalement, la GTB, c'est pas un produit avec son protocole, son choix, etc. Non, c'est une intelligence qu'on vient ramener qui va utiliser au maximum les équipements existants. Et après, on va pouvoir effectivement, sur la base des analyses qui ont été faites par Grinta, par exemple, voilà, analyser ce sur quoi on veut agir et compléter l'installation existante. Je trouverais peut-être, Gonzague, c'est comme on arrive sur la fin, prendre la slide de conclusion, parce qu'après, c'était une autre architecture, et donc répondre sur la partie KNX. Encore une fois, comme mentionné, c'est un protocole. C'est vrai que nous, on l'utilise moins parce qu'on a moins de flexibilité en termes de paramétrage et de programmation. Mais ça reste un protocole ouvert qui est plus onéreux, par contre. Donc, on voit plus sur du résidentiel. Je pose une petite question pour après qui est est-ce qu'on peut contrôler tout équipement? Est-ce que tout équipement est contrôlable? Et peut-être je garde aussi une autre question prix pour la fin. Oui, bien sûr. Donc oui, alors aujourd'hui, tout ce qui est équipement qui est en protocole ouvert, on en a cité beaucoup sur du sans fil, mais encore une fois, si on est sur la partie CVC, c'est principalement BACnet, c'est le protocole le plus répandu. On peut tout à fait donc récupérer un équipement qui est communicant et l'intégrer sur une supervision. Dès qu'on est en protocole ouvert, dès que le protocole est ouvert. Donc ça va dépendre du protocole qui va être utilisé par l'automatisation. Absolument. Alors ça, c'est le premier sujet. C'est ça qu'on vient étudier pour voir dans quelle mesure, mais globalement. Et alors nous, on a l'expression qui est donc c'est rendre un équipement GT-siable. Donc c'est qu'en fait, je vais pouvoir communiquer avec. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle souvent, c'est la table de communication. Donc c'est les variables qu'on va pouvoir récupérer. En fait, comment on pourra communiquer et qu'est-ce qu'on pourra modifier, récupérer comme information sur l'équipement. Donc il y a ces deux aspects-là. Protocole de communication qui doit être ouvert. Au vu des questions, on a beaucoup d'experts sur les protocoles de communication. Donc voilà, c'est que des protocoles ouverts. Et le deuxième point, c'est donc là, le lien, il fait avec l'équipement. Et après, c'est ce que tu me laisses en fait de possible pour intégrer ton pilotage dans la GTB. D'accord. On a mis et puis après, donc c'est le dernier slide. Et puis après, je pense que vous pouvez continuer à mettre des questions. Et merci pour vos questions. C'est concrètement, en essayant de se mettre dans la peau d'un maître d'ouvrage, c'est comment on fait. C'est super, ça a l'air d'être intéressant. On peut avoir 30% d'économie d'énergie. On utilise beaucoup de systèmes en place, mais voilà, concrètement, comment on fait. Donc, on essaie de vous dire comment ça se passe un projet quand on met en place une GTB. Globalement, déjà, c'est ce qu'on se disait au début, c'est quels sont les enjeux. Vous payez, quelle est votre facture énergétique, combien vous payez, ça vous donne quand même une grosse indication de si vous payez 100 000 euros par an d'électricité, c'est pas la même chose que 20 000 euros, quoi. Très concrètement, et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus fin. On peut aller sur quelque chose de beaucoup plus fin quand les enjeux financiers sont plus importants, et on va cibler par ailleurs là où on peut travailler au sein de ces consommations. Excuse-moi de te couper, par rapport aux enjeux, c'est que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en fait, les systèmes GTB qu'on vous propose sont entièrement évolutifs. Donc, si on prend l'exemple d'un bâtiment qui a des contraintes financières plus fortes, on va peut-être commencer par la consommation la plus importante qui va être typiquement donc, le chauffage, ventilation, la CVC. Et par la suite, le même équipement pourra piloter l'éclairage si, par exemple, il y a des rénovations d'éclairage qui sont faites. Voilà, donc ça, c'est les choses donc, aussi importantes, c'est que ça s'intègre la GTB. Si vous changez dans 2 ans votre chaudière gaz, vous allez penser les choses globalement. Vous allez peut-être faire votre projet GTB en même temps que le remplacement de la chaudière gaz. On va penser les choses un peu globalement, le relamping, on intègre, etc. On essaie de penser globalement les choses. On peut faire ça, mais en termes d'équipement, alors après, il y aura du développement et de l'intégration à faire, mais ça restera le même équipement qu'on soit aujourd'hui sur une chaudière gaz ou demain si on évolue sur une PAC, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, il y a en tout cas cette étape de mesure des enjeux et d'aller voir où est-ce qu'on veut agir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on vient… après, c'est le maître d'ouvrage qui dit « moi, j'aimerais telle chose ».
je suis un chef d'établissement, j'en ai assez que les lumières restent allumées alors qu'il n'y a plus d'élèves, j'en ai assez d'avoir des classes qui sont chauffées alors qu'elles sont vides un tiers du temps, etc., etc. Donc, je veux jouer là-dessus. Qu'est-ce qui est possible? Il y a une dimension, voilà, moi, client, qu'est-ce que je veux faire? Après, on est en conscience qu'il y a une enveloppe budgétaire, il y a une rentabilité qui va un peu varier. On peut faire des scénarios différents, mais c'est qu'est-ce que je veux faire, moi, client. Derrière, troisième étape, on vient regarder les équipements. On vient lister tous les équipements dont tu as parlé, Jean-Baptiste, et notamment voilà, les équipements de CVC, process, l'éclairage, mais voilà. Donc, voir là sur qu'est-ce qu'on peut faire, il y a qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je peux faire et à quel coût. Et derrière, on chiffre. Donc, c'est comme tout projet de performance énergétique, c'est quoi l'investissement? Scénario 1, 2, c'est quoi l'investissement? Quelle subvention? Donc, en rappelant qu'il y a des C2E, donc les subventions bonifiées jusqu'au 31 décembre. Quelles économies annuelles? Souvent, effectivement, on arrive à avoir sur du 20, 30% et quelquefois au-delà. Et du coup, quel retour sur investissement j'ai et comment je viens financer ce projet-là? Et derrière, sur la mise en œuvre concrète, donc en général, nous, on vient en amont, donc nous, mais des gens qui travaillent comme nous, qui sont des opérateurs intégrés, qui vont du début à la fin, mais on vient en amont, on vient faire toute cette première partie. Et après, derrière, quand on travaille sur des projets avec Schneider a des intégrateurs en local. C'est pas des gens du siège, des gens des gens au siège vont penser globalement le projet, mais on a des intégrateurs qui viennent concrètement s'occuper après de la mise en place des équipements, de la programmation et qui viennent travailler avec l'acteur en place, donc l'AMO, donc nous, l'assistant maîtrise d'ouvrage qui accompagne, et avec le client pour mettre en place le projet. Il y a une très bonne question. Alors, on s'est peut-être sûrement mal exprimé. Donc, les subventions C2E ne s'arrêtent pas à la fin de l'année. C'est que là, il y a une bonification, alors un coup de pouce, si on prend les termes exacts, entre 1,5 et 2 en fonction de si vous modifiez un système existant ou vous le remplacez complètement. Ça peut paraître peut-être long, mais non, hein, la démarche qu'on vous présente là, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite. Un call de qualification d'1 heure, une visite de site 2 heures, et nous, on vous fait un chiffrage GTB en une journée. Donc, ça peut aller très, très vite. On voulait sensibiliser en effet qu'il y a quand même ce coup de pouce, donc ce qui est valable pour tout dossier GTB, donc tout devis signé d'ici la fin de l'année, donc il ne faudrait pas passer à côté. Par contre, ce n'est pas parce qu'il faut aller vite qu'il faut faire n'importe quoi. C'était l'objectif en fait de ce slide. Et juste pour revenir sur la partie subvention, ce qu'il faut voir, c'est que donc on a une entrée en vigueur du décret BAX, donc avec une obligation réglementaire en 2025. Donc il y a déjà des subventions qui sont prévues jusqu'à 2025. Les subventions, elles ont pour but de faciliter encore l'équation économique pour inciter les gens à faire un projet qui soit le plus complet possible. Il y a même des discussions en cours pour dire voilà, on va l'étendre au-delà, même quand il y aura l'obligation réglementaire, parce qu'en général, on ne subventionne pas quelque chose qui est obligatoire réglementairement. Mais comme l'idée, c'est d'encourager les gens à aller plus loin que simplement la lecture à la lettre de l'obligation réglementaire, ces subventions, elles vont probablement diminuer progressivement. Par contre, elles vont continuer. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est la question qui est posée aussi, c'est de dire est-ce qu'on peut faire une extension? Pour moi, le sujet, il ne va pas être tant, on va dire, dans la GTB elle-même, parce que finalement, vous allez apporter de l'intelligence à votre bâtiment, mais par contre, ce qui va se passer, c'est que peut-être vous allez vous dire, tiens, si moi j'ai une centrale de traitement d'air ou une chaudière à changer, etc., et ça, je n'ai pas la ligne budgétaire pour le faire cette année, je sais que je pourrais le faire un peu plus tard dans mon plan de diminution de mes consommations d'ici 2030. Et à ce moment-là, je m'assure que de toute façon, ce sera naturellement, je pourrais l'intégrer dans l'intelligence que j'ai déjà installée. Mais en tout cas, pour avoir donc ces C2E et bonifiés, en tout cas, il ne faut pas juste mettre il faut quand même penser à un projet global, et c'est ce que tu disais, et on doit être sur une GTB de classe A ou de classe B. Hein, donc, c'est quand même donc on parle quand même d'une GTB qui vient piloter les usages, enfin les systèmes à travers des usages et de manière dynamique dans le bâtiment. C'est pas juste je viens ça finance piloter pas un équipement. Ça finance pas un équipement. C'est ça qu'on dit, on peut pas installer voilà, juste on va dire l'intelligence et puis c'est financé par non, c'est ce que pilote l'intelligence, et si ça pilote suffisamment de choses, à ce moment-là, on a un bonus. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est jusqu'au 31 décembre. Il faut que le devis, tu dis, donc le devis soit signé avant le 31 décembre. Les travaux peuvent être faits pendant 2 ans. Pendant 2 ans, donc a posteriori. Mais sachant que quand on a un devis signé et qu'on a ouvert le dossier C2E,
le devis correspond à un travail qui a été fait en amont avec une définition d'un cahier des charges. Donc, il y a eu ce travail en amont, donc il ne faut pas s'y prendre le 15 décembre non plus. Oui, si on a envie de le faire là, hein. Après, ça peut être fait après, mais si on a envie de le faire là, il faut quand même réfléchir. Il y a ce temps, ça peut être très court une fois que notamment vous, vos équipes rentrent en jeu. Mais en général, il s'est passé un peu de travail en amont, de réflexion et d'étude des consommations, voir où sont les enjeux et voir où est-ce que vous voulez travailler. On a un petit peu débordé, pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va arriver à la fin. N'hésitez pas à nous dire, alors, si c'est bon, dites-le nous. Si c'était intéressant, dites-le nous également. Si vous avez des questions, dites-le nous, c'est le moment. On en a une. Du coup, la GTB peut-elle reprendre le système intrusion, entre parenthèses, alarme caméra, ainsi que le système incendie? Oui, encore une fois, alors ça ne se fait pas beaucoup pour des problématiques d'assurance, mais bien entendu, on peut les reprendre. Encore une fois, il faut savoir avec quel protocole on peut communiquer. En général, c'est du Modbus. Et donc, on va récupérer des alarmes sur ces systèmes-là, il n'y a pas de souci. On a évoqué, alors on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a des liens aussi avec des questions de sécurité. On a parlé beaucoup d'économie d'énergie, mais en fait, la GTB doit prendre en compte aussi toutes les autres contraintes d'un site, notamment des contraintes de sécurité, des contraintes de risque incendie, etc. Donc, quand on met en place et quand on programme une GTB, on intègre ces autres contraintes. Donc, très, très bon point très bonne question pardon, sur les durées de vie GTB. Donc là, il n'y a pas de débat. Une durée de vie d'une GTB, c'est donc maintenant dans la fiche C2E, donc c'est 15 ans. Le souci, en fait, de la partie GTB, c'est qu'on est entre le monde de l'immobilier avec ses cycles de rénovation qui sont sur les infrastructures, les PPAT, qui sont de 15 à 20 ans, et un pas de l'autre côté qui est donc la partie informatique. Parce que les GTB aujourd'hui sont sur des réseaux, donc on parle de BACnet IP, sont des réseaux dits informatiques. Et là, le cycle de vie dans l'informatique est beaucoup plus court, hein. Nos PC, en général, sont remplacés tous les 3 ans maximum. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est qu'en fait, nous, parfois, on se retrouve dans des problématiques où on doit, donc nos équipements automates durent, comme c'est des gammes industrielles, on dure donc 15 ans la durée de vie demandée par le bâtiment. Et par contre, le sujet qu'on peut avoir en termes de durée de vie, ça va être sur les équipements informatiques. Sur les bâtiments de plus grosse taille, on va mettre donc un serveur ou des postes informatiques qui, eux, au bout de 3 ans, sont complètement obsolètes ou qu'on doit être amené à changer plus rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu Donc, durée de vie. Ouais. On est parfois sur des sujets de remplacement plus rapides à cause du matériel informatique. Merci, vous voyez bien. Ah d'accord, très bien. Ok, parfait. Donc ça, c'est ravi. Et moi, j'ai peut-être une question. Ouais, déjà, on n'a pas évoqué la question financière. Ok. Est-ce que, c'est pas une question facile, mais parce qu'on a une multitude de cas possibles, mais est-ce qu'une GTB, ça coûte combien? C'est une très bonne question et malheureusement, on n'a pas de réponse. On pourrait vous donner un chiffre comme ça, hein, mais surtout sur de la partie rénovation. On peut vraiment changer du kit au double, voire même au triple. Donc, moi, je cite souvent, on avait fait une campagne pour la RATP pour rendre communicantes toutes les sortes d'espaces qu'ils ont dans les gares souterrains. Donc, on avait modélisé toutes les GTB et en fait, le business case est tombé à l'eau parce que les équipements donc VRV, donc les climatisations monosplit, là, donc Dekin et Mitsubishi, en fait, n'étaient pas communicantes. Et pour les rendre communicantes, ça coûtait pratiquement aussi cher que la GTB. Donc, ça a écroulé le business case. C'était un exemple concret. Donc voilà, très compliqué de répondre. Ouais. On voit même un an pour une école, c'est vraiment difficile. Ça va dépendre. Ce qu'on expliquait, c'est qu'en fait, ce que vous voulez récupérer, si on récupère juste une chaudière, on équipe l'entièreté de l'école, on n'aura pas du tout le même budget. Et pour répondre à la question complémentaire, donc, Antoine qui dit quel est l'ordre de grandeur au coût mètre carré. Donc effectivement assez difficile parce que ça peut aller entre 10 et 40 euros du mètre carré. Mais la question, en fait, je pense que c'est en amont. En fait, il ne faut pas tant penser. Donc c'est moi qui ai posé la question, mais du coup, je m'autocritique. Parce que je pense que c'est la question que pas mal de gens se posent, mais je pense que la question, il faut la poser en retour sur investissement. Donc, ça a un impact, vous, sur votre capacité de financement. Mais en général, il faut dire c'est quoi aussi. J'ai un objectif en termes d'usage, ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux piloter l'éclairage si vous êtes chef d'établissement ou si vous êtes des écoles, mais je veux travailler là-dessus ou sur le chauffage exclusivement, etc. Donc, c'est quoi là-dessus? Et sur quoi je travaille, mais je veux une rentabilité je veux que ça se paye en 4-5 ans. Et du coup, en gros, vous, assistant maître d'ouvrage,
aidez-moi à mettre en place une GTB qui fait que c'est rentable en 4-5 ans parce que je vais faire des économies. Donc, je vais abattre 25% de mes consommations, 20-30%, plusieurs scénarios possibles. Et compte tenu de l'investissement net de la subvention, en combien de temps je le paye? Et nous, c'est plutôt comme ça, d'expérience, qu'on construit les choses. Voilà, j'ai tel projet qui est un peu plus ambitieux avec une rentabilité qui va être à 6 ans. J'en ai un, parce qu'on va travailler plus sur les économies d'énergie, et j'en ai une peut-être un peu moins, on va être un peu moins sophistiqué, mais on aura une rentabilité plus rapide de l'ordre de 3-4 ans. Mais on est quand même sur des rentabilités, je pense qu'il faut le dire, hein, on est très souvent, quand on étudie les projets GTB, on se balade entre 4 et 7 ans quoi, sur les rentabilités. Donc c'est quand même des rentabilités intéressantes. Et donc, juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, on parlait de système, sans savoir le nombre d'équipements qu'on va remonter sur la GTB, c'est impossible de mettre un chiffre comme ça. Si on a une chaudière qui chauffe toute l'école, on aura un prix. Si on a par exemple, différentes packs, ça va complètement changer le prix. Plus on a d'équipements, le plus on… Un autre point, et au vu de la question, on n'a pas assez insisté là-dessus. Donc, le décret BACS, toutes les données, et en général toutes les supervisions, toute la donnée GTB est stockée localement sur le site. Et donc, la connexion Internet, qui est optionnelle, va permettre de sécuriser ces données. Mais de façon globale, on est toujours… tout le temps, en fait, on est stocké sur le site. Et après, on a différents niveaux donc un identifiant, un mot de passe pour se connecter sur la supervision. Alors, je suis désolé, qui en est responsable, c'est-à-dire… ça, je laisse préciser la question. Et peut-être ça se dire, c'est-à-dire qu'en gros, très concrètement, peut-être un chef d'établissement responsable d'un EHPAD, il va avoir, ou le responsable technique, il va avoir sur son ordinateur concrètement le pilotage de la GTB. Et souvent, on va avoir un AMO, donc ça peut être des gens comme nous, un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui par ailleurs va être en appui pour suivre les consommations et aider à piloter. Donc, mais plutôt par le cloud, là, dans ces cas-là. Donc en local et à distance également. Le qui en est responsable, effectivement, je ne suis pas clair sur la question. Et juste là-dessus, c'est qu'en fait, nous, on vous doit le stockage local, en fait. Donc, si on reste sur les données, et donc les données énergétiques, donc on vous doit, en fait, c'est stocké au sein d'un fichier non propriétaire, donc un fichier Excel pour faire simple. Et après, en option, vous pouvez avoir en local ou en mode cloud, en mode SaaS, un outil de monitoring énergétique qui va lui contextualiser la donnée en fonction des facteurs influents et vous permettra de faire de l'analyse. Voilà. Et nous, en général, on travaille sur cette base-là pour nos clients. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous dire avec un comportement. On gagne. Alors déjà, comme ça, je te laisse un peu de temps pour réfléchir. On peut avoir, nous, ce qu'on constate. Donc nous, Green-Town, donc on accompagne vraiment une pluralité de typologies d'acteurs. Ça va du golf à l'hôtel 4 étoiles, au palace, en passant par l'école, les bureaux, etc. Et on constate quand même c'est quand même une philosophie aussi, c'est de se dire, il y a pas mal de gens qui vont me dire, je ne fais pas forcément confiance dans mes usagers, dans le fait qu'ils vont éteindre la lumière, couper le chauffage, etc. etc. Donc il y a côté aussi, la GTB vient pallier un manque de rigueur, de discipline dans le quotidien. Voilà. Donc, ça aide à ça. Alors, cette question, on me la pose très souvent. Et comme pour le décret tertiaire, quand on parle de pourcentage d'énergie, moi, je ne suis pas très confort. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où on part. Si on prend les cas les pires, donc on a aujourd'hui, c'est un chiffre de l'ADEME, on peut aller jusqu'à 30% de gains énergétiques. On va osciller entre 10 et 30%, justement, en fonction de l'aspect vertueux des utilisateurs. Le bâtiment que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc qui est un Dome City, donc est très efficace. Pourquoi? C'est que l'été, on est maximum en t-shirt et l'hiver, on met un pull. Donc, il y a toute cette notion de tertiaire. Sur l'hôtellerie, c'est encore plus un sujet, de comment je vais pouvoir embarquer aussi mon client sur ces notions en fait vertueuses et donc de confort thermique. Non, c'est un projet qu'on on a travaillé sur, on travaille travaillé sur un projet sur un hôtel sur la presqu'île de Gien, donc avec Schneider. Effectivement, on pense donc il y a un certain nombre de choses qui sont automatisées pour concrètement des clients donc ne sont pas encore arrivés, et bien du coup, quelle température on met à ce moment-là, en prévision de leur arrivée 2 heures après, quelle température. Donc, on pilote assez finement. En revanche, on ne peut pas tout faire, quoi. Donc, effectivement, c'est là où je mets un bémol sur mon propos. C'est ça, c'est que même j'irai plus loin, c'est que le client qui met 18 dans sa chambre et qui prend une douche de 3 heures, ce qu'on travaille ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le sensibiliser sur l'impact énergétique en termes d'eau et d'électricité de son comportement. Par contre, là, la GTB, ce n'est pas magique.
On peut couper l'eau chaude, mais je ne suis pas sûr que vous soyez Tous les clients ne sont pas contents. satisfaits. Mais voilà, c'est là où il faut quand même moduler un peu ces notions de performance. Et Après, je pense que oui, ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est de dire finalement, l'idée, c'est qu'on puisse, comment dire, s'émanciper de ce sujet de comportement vertueux. Alors, je vais vous donner aussi un exemple très simple, c'est que vous pouvez dire, par exemple, mettons sur un open space de bureau, bah, les gens peuvent agir, et c'est souvent très important d'ailleurs, que les gens aient le sentiment de pouvoir agir, même si vous avez des réglages, etc., qui vont être. Donc dire, bah, tiens, finalement, là, je veux de la lumière quand même s'il y a beaucoup de soleil, ou je veux relever le store alors qu'il avait été baissé, je veux chauffer un peu plus, ou faire un peu plus de climatisation. Après, la personne peut, effectivement, quand elle part, désactiver ça. Ensuite, vous pouvez simplement vous dire, bah, moi, je vais vérifier la présence, puis si je vois qu'il n'y a pas de présence pendant 15 minutes, je remets à la consigne habituelle. Ou alors, je remets à la consigne habituelle tous les midis. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça permet vraiment de s'émanciper de ce. Ça n'empêche pas, si quelqu'un veut se comporter de façon vertueuse, bah, il peut toujours le faire, mais par contre, vous vous émancipez de ça, parce qu'on peut être vertueux et oublier, et on peut aussi ne pas s'en occuper, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas dépendre de ça. Et juste pour compléter, pour les plus motivés, ceux qui sont restés 20 minutes de plus, on va vous partager un petit secret. Donc, comme l'expliquait Dimitri, vous avez capacité en général dans les bureaux de dériver ce qu'on appelle historiquement, c'était plus ou moins 3 degrés. Maintenant, c'est plus ou moins 5. Donc, je peux rajouter 1,5 de température thermique, donc au niveau de mon bureau, ou faire moins 5. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, on laisse juste cet aspect visuel en fait au niveau du collaborateur, donc il pense baisser la température de moins 5, mais en fait il se passe rien derrière. Et donc là on peut faire des gains. C'est un placebo. Voilà, et ça marche très bien. C'est un placebo. Il y a un point intéressant, existait le GTB Low-Tech, impact environnemental gris des composants électroniques n'étant pas négligeable. Alors, moi je ne poserai pas le sujet en termes de low-tech, et je vais vous donner un exemple pourquoi. Par exemple, là on a un nouveau sujet qu'on voit de plus en plus. Une solution, c'est pour faire du comptage de personnes. Donc ça, là, on est plus, on a développé plutôt des nouvelles technologies, mais ça permet de gagner beaucoup en énergie, et donc finalement d'avoir un impact environnemental positif, parce que on a des obligations réglementaires, par exemple, pour l'apport d'air neuf en fonction du nombre de personnes. Donc, si vous ne comptez pas, vous êtes obligé de faire comme si il y avait un maximum de gens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ce sujet de l'impact environnemental de la solution. Donc nous, comme on l'a dit, on est très engagés à la fois sur, d'une part, la réparabilité des équipements, sur l'utilisation de plastique recyclé. On a un certain nombre de travail sur l'impact environnemental sur chacun de nos produits. On a aussi des lignes de réparation de produits, c'est-à-dire de s'assurer que, par exemple, quand on va démonter une ancienne GTB, on peut le réparer. Donc, je pense que c'est un point important, l'impact environnemental des composants de la GTB. Notre vision, c'est que ce n'est pas par la low-tech, et au fond, dans ce qu'on propose, on a peu d'équipements, hein, donc on suréquipe pas plus que ça. Mais par contre, plutôt dans une notion de circularité, qu'on va réussir à maîtriser cet impact. Ouais, et du coup, ça, je pense que c'est intéressant, c'est de se dire, parce que c'est quand même un axe. Si on choisit la GTB à un moment donné, c'est quand même qu'on utilise à un moment donné la technologie. Je peux penser à des clients qui sont pour le coup, très sobres, qui ont une frugalité très importante. Eux, pour le coup, ce ne sera pas leur sujet de mettre en place une GTB, mais ils sont déjà vraiment à rien du tout. Enfin, on a mis en place une chaudière dans un monastère, pour le coup, ils ne consomment rien. Donc, ça n'a pas de sens de mettre une GTB là. En revanche, sur les hôtels sur lesquels on a travaillé, ou certaines écoles, certains établissements, en tout cas, c'est mon avis, mais là, pour le coup, le parti pris, c'est quand même que les usagers, on n'a pas forcément la main dessus, ou le moins possible, et vraiment dans la durée. Parce qu'on peut faire des efforts un temps, mais dans la durée, et encore plus dans des sujets quand on n'est pas chez soi. Quand les gens ne payent pas l'électricité, c'est quand même aussi plus difficile. Mais en revanche, je pense effectivement, dès lors qu'on est sur cet axe techno GTB et qu'on se dit c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire de l'impact, je pense que c'est important la circularité. Tu n'es pas complètement d'accord? Je pense que c'est le terme GTB Low-Tech. Alors, ce qu'on voulait lister là-dessus, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre l'artillerie lourde qu'on va retrouver sur un gros tertiaire de bureau avec des serveurs, des postes de supervision. Si on prend l'exemple de ta chaudière, on a travaillé justement avec les jésuites, où justement ils avaient cette chaudière et ils voulaient en fait pouvoir la piloter à distance pour enclencher ou pas et savoir s'il y avait un problématique, si elle n'était pas mis en route.
Ça, c'est une fonctionnalité de la GTB. Et donc là, c'est venir en complément. Enfin, il y en avait deux, en fait. Et donc, mettre l'intelligence entre deux chaudières. Et donc, c'est juste, encore une fois, un seul équipement qu'on ajoute avec toute notion de circularité. Mais on ne sort pas donc des serveurs, des choses comme ça, en fait, pour Voilà. de la tech, pour de la tech. C'est là où on rejoint un peu la notion de l'OT. Et voilà, et de préciser les usages en amont. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend En lien avec ce que tu dis, et je pense que c'est aussi un des points importants, c'est on a bien parlé de protocole de récupérer l'existant. C'est-à-dire la GTB, elle doit aussi vous éviter de remplacer un certain nombre d'équipements en apportant une intelligence et un pilotage qu'ils n'avaient pas. Donc plutôt que de se dire à chaque fois, je vais changer tous mes radiateurs, toute ma chaudière, tous mes ventilos, etc., là, vous êtes en mesure d'optimiser leur consommation juste en rajoutant une intelligence sans changer nécessairement l'équipement. La notion de low-tech, elle n'est pas du tout antinomique avec la partie GTB. C'est pas manichéen, ouais. Alors là, une dernière question, enfin, peut-être dernière, je ne sais pas, ou avant-dernière. Jean-Baptiste, J'ai un gros souci pour savoir en temps réel le nombre de personnes dans mes bâtiments. La GTB peut-elle m'aider? Absolument. Oui. Nous, on a un nouveau capteur qu'on a mis 5 ans à industrialiser, qui permet de faire du comptage de personnes, donc basé sur leur signature thermique. Donc en fait, il embarque une focale donc d'imagerie thermique, basse résolution, et qui prend des photos en fait toutes les 2 minutes et qui permet de savoir le nombre de personnes que vous avez. Donc, alors pour ça que je parle de 2 minutes en temps réel, toutes les 2 minutes. Comptage de flux, sinon. Après, sinon, il y a le comptage de flux. Donc, pareil, ça va dépendre des usages. Ce capteur est adapté donc, pour la partie bureau principalement. Salle de réunion, ça compte très bien. Pour ça que je parlais de capteurs basse résolution sur la partie imagerie thermique. Sinon, c'est du flux, c'est des investissements beaucoup plus importants. Mais encore une fois, c'est des sujets qu'on peut embarquer au niveau de la GTB, en particulier pour les RIE, où là, on n'a pas forcément la technologie. Donc, Restaurant d'entreprise. Oui, restaurant d'entreprise. Par contre, on peut embarquer les données qui sont captées par ce capteur. On peut, ouais, bien sûr. Alors, on peut. L'IA, ça marche quand ils ont de la nourriture, donc de la data. Et donc, nous, aujourd'hui, alors chez Schneider, on n'a pas parlé, mais on a des solutions, donc ça, ce qui permettent de faire. Alors, on n'est pas encore sur l'IA, mais avec un mix d'expertise, donc nos fameux services bureaux et des solutions SaaS, de faire de la maintenance conditionnelle. Donc là, on va aider l'exploitant à moduler le remplacement des filtres, par exemple, sur les centrales de traitement d'air en fonction des conditions réelles. Et on est ouvert avec différentes startups. On avait des questions justement avec le CEA pour remonter l'ensemble des données de leur GTB, structurer et qu'une startup qui lance un produit innovant puisse utiliser des données bâtimentaires pour faire des nouveaux cas d'usage. Ouais. Mais c'est une couche complémentaire. Voilà, on a bien débordé l'heure parce que ça fait 1h30. Merci à tous. Et Les contacts. On va vous envoyer. Alors déjà, ce webinaire a été enregistré. Donc vous pourrez, on enverra un mail, donc vous pourrez le revisionner. Alors là, pour ceux qui ont tenu 1h30, qui veulent le revoir, c'est des passionnés. Et on vous enverra dans ce mail, vous aurez nos contacts, les différents contacts donc de Jean-Baptiste, Dimitri et moi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions qui ont rendu ce webinaire interactif. Ouais. Et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous.